Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le 11e We2 Live que nous organisons, nous, le We2 Festival. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'accueillir quelqu'un, et ça me touche particulièrement qu'elle puisse être avec nous. C'est Maï Hua, qui est réalisatrice. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Alors, ça me tient particulièrement à cœur qu'on t'accueille aujourd'hui parce que normalement, il était prévu qu'au mois d'avril, on te consacre une soirée entière dans le cadre de notre festival avec projection de ton documentaire Les Rivières. Ouais. Et puis, comme énormément d'événements culturels de ce printemps, évidemment, nous avons dû annuler. Donc, c'est un petit peu de rattrapage et ça nous fait très, très chaud au cœur de t'avoir parmi nous. Merci énormément. C'est vrai que c'était, je me rappelle de ce mail qu'on s'est envoyé en se disant... en fait, on va devoir annuler. Et c'était pour le jour de mon anniversaire, c'était le 2 avril. Et en même temps, on savait qu'on prenait la bonne décision. Et après, le confinement a été annoncé. Donc, de toute façon, on l'aurait pas fait. Mais du coup, je suis hyper contente d'être là. Et merci énormément. Super. Alors, on va commencer par la question que nous posons à toutes les personnes que nous recevons ici. Maï, dis-moi, est-ce que toi, tu te définis comme féministe ? Ouais. C'est nouveau, ça vient de sortir. J'étais pas du tout féministe. J'avais beaucoup de réticence à m'engager en fait parce que j'étais moi-même pas suffisamment solide en fait pour m'engager dans un dialogue politique, dans une action politique et en fait en faisant Les Rivières qui portent la parole d'une lignée de 4 femmes. Je me suis rendu compte que cette quête qui était très très intime, la partager publiquement, c'était un acte politique très très fort. J'en parlais là sur mes réseaux sociaux, mais j'ai reçu des messages de partout en France, mais aussi de Colombie, du Japon, et j'ai une jeune femme japonaise qui m'a envoyé la retranscription complète du film en japonais. Et elle m'a dit, ça m'a passionnée de le faire. Et en fait, les femmes au Japon, on est tellement oppressées qu'on n'a même plus le vocabulaire pour exprimer et raconter nos histoires. On sait même plus en fait. Et donc cette nécessité de raconter des histoires de femmes et qui sont très très singulières et très particulières, je trouve que c'est un engagement artistique, existentiel et politique. Qui est en tout cas le cœur de mon activité aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que ça se fait, quoi. D'accord, qu'il y ait une prise de conscience. Alors, ce que tu n'as pas précisé dans cette première présentation, c'est que cette lignée de 4 femmes, c'est celle de ta famille. Tout à fait. C'est vrai. En fait, j'ai réalisé Les Rivières en 6 ans. Et c'est un récit documentaire qui retrace nos aventures à 4, donc ma grand-mère, ma mère, moi-même et ma fille. Donc voilà, qui sommes issus de cette même lignée féminine et familiale, parce que je devais vaincre une malédiction qui se serait abattue sur les femmes de la famille. En fait, j'ai un jour un de mes oncles qui m'a dit, en fait, t'as plein de problèmes, tu viens de te séparer du père des enfants, mais c'est logique parce qu'en fait tu viens d'une lignée de femmes maudites et cet oncle me fait un arbre généalogique et m'explique noir sur blanc pourquoi je serais maudite. Et du coup j'ai fait plein de thérapies, du yoga, tout ce que tu veux. Et puis, à un moment donné, je vois que c'est toujours actif. Je sais pas quoi, mais je sens que c'est toujours actif. J'ai ma fille et je veux pas lui refiler le bébé, c'est le cas de le dire. Et du coup, je joue mon va-tout, je fais un film. Simplement, évidemment, j'avais aucune idée de ce dans quoi je m'engageais. Et donc, j'ai filmé les femmes de ma famille, principalement ma grand-mère au début, qui se meurt au Vietnam et qu'on décide de ramener et qui va renaître de manière spectaculaire. C'est hyper émouvant et moi-même on me l'aurait dit, j'aurais dit c'est peut-être un peu too much. Et puis en fait moi je l'ai vu de mes propres yeux en quelques mois. J'ai vu quelqu'un renaître de ses cendres, vraiment se remettre à parler, se remettre à marcher, se remettre à danser jusqu'à 2h du matin. Voilà, j'ai vu ma grand-mère faire ça, quoi. Et puis en la ramenant parmi nous, toutes nos relations, c'est-à-dire la joie d'être ensemble, mais aussi la douleur d'être ensemble et tout un tas de névroses familiales et de silence
qui avait été cristallisée par nos séparations successives, on se retrouvait liquéfié par sa présence et par son retour parmi nous et parmi les vivants, quoi. Donc du coup, on va vivre plein d'aventures, on va parler énormément, s'engueuler énormément, et en fait, il se trouve que j'ai ma caméra et que je filme tout ça, et voilà. Alors, on va revenir un petit peu plus tard sur le contenu du film et tout ce que ça symbolise, tout le cheminement que ça t'a amené à faire. Il y a un point qui m'intéresserait en fait de voir avec toi, c'est si je comprends bien, en fait, c'était la première fois que tu réalisais un documentaire, c'est ça? C'est mon premier documentaire. En fait, ouais, j'ai ouvert un blog il y a 9 ans, qui était un blog sur la beauté et sur la beauté des femmes, et j'étais passionnée, et je me demandais en fait pourquoi les femmes se font belles, pourquoi elles ont envie de se faire belles, et en fait je les ai filmées dans leur salle de bain, et elles m'expliquaient en fait, et du coup j'ai commencé à filmer, et puis au bout d'un moment j'ai arrêté de filmer les femmes devant leur miroir, mais des hommes sont arrivés, et puis des artistes sont arrivés, et puis c'est devenu une galerie de portraits sur les gens en général. Et dans cette galerie portrait, ma famille est arrivée. Et à un moment donné, en fait, ma communauté hyper bienveillante me dit, mais Maï, t'es prête pour un long, quoi. Passe la seconde, on a confiance, on va te financer. Donc, en fait, il y a eu une campagne de crowdfunding qui a été faite il y a 4 ans. Et j'ai été soutenue, tu vois, j'ai été portée par ma communauté, qui ensuite s'est montrée aussi vachement bienveillante et patiente, parce que j'ai quand même mis encore 3 années pour finaliser le film, parce qu'il y a eu une partie où j'ai filmé, mais il y a une partie où j'ai monté, et en fait, monter un documentaire, t'es vraiment dans la chair du projet, et artistiquement, en fait, c'est à ce moment-là que ton film prend corps ou pas. Et en fait, pendant longtemps, il prenait pas corps, mon film, parce que je comprenais pas ce que ces images me racontaient, en fait. Donc c'était assez difficile, mais c'était aussi assez magique de voir son histoire, ou une partie de son histoire, objectivée et filmée, et d'essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Et alors, est-ce que ça veut dire que du coup... Ça m'a pris 3 ans encore. Oui, je veux bien croire. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, tu t'es auto-formé justement au montage, parce que c'est des techniques, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'invente. Non, j'ai été formée par les premiers monteurs qui travaillaient avec moi pour monter ces vidéos, parce que moi j'étais passionnée par l'idée de filmer, mais pas du tout par l'idée de monter. Et en fait, c'est en étant formée à côté d'eux que je me suis rendu compte de la force du montage et de cette écriture, en fait, parce que quand tu reviens d'un tournage, c'est comme si tu as des rouleaux de tissu, de belles étoffes, ou des étoffes toutes pourries, ou des trucs qui sont tissés n'importe comment. Mais quand tu montes, vraiment, tu coupes et tu couds. Et à la fin, tu peux avoir un pantalon comme une veste avec les mêmes tissus, et ça raconte pas du tout la même chose. Et ta veste, tu peux l'affiner encore et encore et encore. Et puis à un moment, tu te rends compte que c'est pas du tout ça non plus. Et puis tu dois repartir sur un autre costume, etc. Et donc le montage, en fait, c'est vraiment un acte, un engagement artistique qui est que je trouve parfois plus fort que le fait de filmer et de cadrer. Ok, ouais, ça. C'est puissant, parce que c'est en plus un aspect qu'on n'évoque pas forcément très très souvent quand on parle du langage cinématographique. Alors moi, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on regarde en fait la bande-annonce du documentaire, pour que celles et ceux qui nous suivent mais qui ne connaissent pas ton travail aient au moins quelques images à associer à ce que nous sommes en train de raconter. La famille, c'est tout sauf simple. Il y a des malentendus, des secrets. Il y a de la peine. Et puis tout ce passé dont on hérite sans rien y comprendre. C'est compliqué pour tout le monde. Mais avec ma mère, ma grand-mère et ma fille, on s'est dit qu'on pourrait faire face. On a décidé d'y croire. De croire que les femmes et les enfants pouvaient avoir une voix aussi. On s'est mis à parler, à s'écouter, à se soutenir. On s'est pas mal engueulé aussi. La vie, quoi. Je m'appelle Maï Hua et j'ai réalisé Les Rivières pour vous partager mon histoire, parce que tout aussi singulière qu'elle soit, mon pari est qu'elle touche aussi à l'universel. Cette expérience a pris 6 années de ma vie, elle m'a totalement transformée, parce que ce fut à la fois un combat,
et une grande déclaration d'amour, et que l'amour, ça change tout, n'est-ce pas? Depuis sa genèse, ce projet a été soutenu par une communauté magnifique, des femmes, des hommes, leurs mères, leurs familles, qui ont été bouleversées par ce récit documentaire que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Ça m'émeut toujours de voir. Je vais dire, moi qui n'ai pourtant pas le même niveau d'implication que toi, pour avoir vu ton documentaire, rien que de revoir la bande-annonce, je sens les poils sur mes bras qui se hérissent. C'est bouleversant et j'invite vraiment toutes celles et tous ceux qui nous regardent à aller le regarder, à aller découvrir ton film. Donc Les Rivières, vous pouvez le voir sur la plateforme Vimeo pour une somme modique. Vous pouvez soit le louer, soit l'acheter. Et je vous invite vraiment à le regarder et peut-être même à le regarder en famille. Ouais, parce que ouais. Très très belle expérience. Alors une des choses sur lesquelles j'avais envie de t'interroger, c'est que tu filmes au plus près donc ta maman, ta grand-mère, ta fille et ton fils. Et on a l'impression de faire partie de ta famille en fait pendant l'heure et demie qu'on passe avec vous. Et comment ça s'est passé pour les convaincre de te laisser parce que on a l'impression que tu vivais avec ta caméra, quoi. Ouais. Alors, il y avait, alors, toi qui as vu le film et puis pour ceux qui le verront et qui le découvriront, je pense qu'on voit assez bien que tout le monde est très partant pour se laisser filmer. Ma mère, par exemple, on voit bien qu'elle est très très contente d'être filmée. Et puis moi, en fait, avec le blog notamment, j'avais la caméra vissée au ventre, en fait. J'étais tout le temps en train de filmer. Donc, en fait, ma famille et mes enfants, notamment, avaient une relation à moi qui était comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient une mère qui filmait tout et qui avait cette obsession, en fait, de capturer des moments, des images, de pas les oublier. C'était un moment aussi où ma grand-mère avait décompensé son Alzheimer. Donc, cette histoire de mémoire et de capter le vivant, d'enregistrer les voix, c'était quelque chose qui était devenu essentiel pour moi. Et puis après, en fait, il y a eu un deuxième temps justement au montage où en fait, on a commencé à comprendre que cette aventure, c'était beaucoup plus que se filmer. C'était émerger au niveau artistique, mais aussi au niveau existentiel. Qui suis-je en fait au milieu de cette famille? Et c'est en fait la famille, c'est un lieu très très complexe où il y a beaucoup d'attachement, beaucoup de loyauté et aussi beaucoup de silence. Et amener une caméra, c'est pas juste amener une caméra, c'est en extraire un récit après. C'est raconter quelque chose, raconter qui je suis. Et du coup, c'est prendre. J'en avais pas du tout conscience, mais il a fallu que j'acte le fait à un moment donné que c'était prendre un pouvoir énorme, parce que tout d'un coup, j'allais dire qui j'étais au milieu de cette famille qui a vécu tellement de traumatismes. Enfin, vraiment, on en parle beaucoup dans le film, donc je vais pas tout divulguer, mais les traumatismes sont très très lourds. Et pour autant, l'espoir est permis, l'entraide est permise, la bienveillance est permise, et en fait, un renouveau est permis. Et cette caméra, en fait, elle m'a aidée c'était comme un bouclier, parce qu'en fait, d'être derrière ma caméra me permettait d'avancer sans être masquée, mais d'avancer derrière quand même mon bouclier, de poser les questions qui sont pas faciles à poser, d'initier des discussions dont on sait qu'elles ont toujours été silenciées parce que justement c'était difficile pour tout le monde de parler de ces choses-là. Donc du coup, voilà, cette caméra elle est intrusive et en même temps c'est ce qui nous sauve parce qu'on a aussi ce narcissisme, on a aussi cette folie de se dire on n'a qu'à essayer, on verra bien ce qui va se passer et puis effectivement ça a changé notre vie quoi. Ouais. Il y a une image en particulier qui est restée très fortement en moi après l'avoir visionné, ton documentaire. C'est un moment où donc toi tu es derrière ta caméra, on ne te voit pas physiquement mais tu es là pour ton regard. Ta maman et ta grand-mère sont en train de s'engueuler violemment et de façon longue et derrière parce qu'elles sont devant une vitre dans une maison de vacances et derrière on voit ta fille la petite âme qui je sais pas elle a quoi, elle a 8-9 ans 8-9 ans qui est en train de prendre des poses de méditation en regardant ces deux femmes en train de s'engueuler et je trouve ça raconte tellement de choses de ta famille cette image là
En fait, ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est moins ça s'est vraiment passé. Alors, il y a une dimension de ça s'est vraiment passé, c'est vrai, c'est la vie. Mais la dimension qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on peut pas scénariser. Tu vois, il y a eu un moment donné où j'étais totalement perdue dans le montage et j'ai failli travailler avec un scénariste pour qu'il m'aide à ordonner tout ça parce que c'était tellement chaotique. J'avais 90 heures de rush, tu vois. Donc c'était une montagne, une mer d'informations sur laquelle j'avais du mal à surfer ou à pas me noyer. Et en fait, il me disait mais je peux pas travailler avec toi parce que moi je suis scénariste, donc j'écris une histoire et à partir de cette histoire on crée des images, des rushs et puis on monte, etc. Alors que toi en fait c'est une chambre en bordel. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que moi, je peux pas scénariser ce que tu as filmé. C'est impossible que ça sorte d'une fiction, ça, parce que ce que vous vivez, ce que vous traversez, les positions des personnes les unes par rapport aux autres, c'est lunaire, c'est lunaire et ça peut pas s'inventer, quoi. Et effectivement, cette scène hyper violente et hyper explosive comme ça, avec ma fille qui dit ok, bon moi j'ai qu'à faire ma méditation à ce moment-là, c'est le moment ou jamais. C'est voilà, c'est beaucoup d'humour, beaucoup de recul et beaucoup de bienveillance aussi. Ok, les meufs, vous savez qu'à vous écharper pendant 2 heures et je reviens plus tard. Alors, moi, ça m'a aussi interpellée parce que tout au long du WeToo Festival, donc qui aura lieu en septembre, nous on a choisi d'aborder les choses à travers des questions, et une des questions que nous posons et à laquelle on n'a pas du tout la prétention de répondre, on donne juste quelques éléments de réflexion à travers des spectacles et des débats, c'est la question de la transmission. Comment chacun, on nous a transmis des choses, comment nous allons transmettre des choses qui nous semblent essentielles à nos enfants. Et je trouve que ton film, il est vraiment au cœur de cette question-là. Ouais, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'on est au cœur du bousin. Alors, en fait, dans notre cas, mais je pense dans la plupart des cas, parce qu'en fait, le silence dont je parlais tout à l'heure et les non-dits et les secrets, c'est la base de la famille, de quasiment toutes les familles. Et la famille dysfonctionnelle, c'est le terreau sur lequel on grandit. Donc ça veut dire que ces dysfonctionnements, s'ils sont pas mis à jour, en fait, on les retransmet. Et donc, il n'y a pas de malédiction. C'est très, très factuel, tout ça. Mais tant qu'on n'a pas compris ce dont on hérite, on peut pas le déposer non plus. Donc, en fait, on est des... Tu sais, quand on grandit, je crois que quand on est, notre cerveau, il fait 25% d'un cerveau adulte. Et le cerveau d'un humain, il est adulte à 22 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, les enfants sont extrêmement vulnérables et totalement poreux à ce qu'on va leur donner. Et ce qu'on leur donne, c'est pas du tout dans ce qu'on leur dit. C'est dans ce qu'on fait, c'est dans la culture qu'on maintient sans le savoir, dans les gestes, dans nos... Attends. Désolée, non, pardon. Tu vois, les loyautés, les loyautés névrotiques qu'on peut avoir par rapport à nos anciens. Et en fait, ça aussi, c'est ce que j'ai découvert. Alors, je pense que c'est amplifié dans une famille d'origine vietnamienne, mais où la loyauté, elle est toujours vis-à-vis des parents et des anciens. Toujours, toujours, toujours. Et moi, en fait, je leur ai dit, non, en fait, à partir de moi, en fait, la loyauté, ce sera vers les enfants et vers moi-même. Et donc, c'est ça que je voudrais transmettre à mes enfants, c'est que disons que la plus belle chose que je peux leur transmettre, c'est d'être la plus saine possible et de vivre ma vie et non pas celle que mes parents auraient voulu pour moi ou mes grands-parents auraient voulu pour moi et que je vis par loyauté pour eux, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins l'idée d'être parent, finalement, que l'idée d'être la plus humaine possible. C'est ça que je voudrais leur transmettre et du coup, pour eux, d'être les plus humains possibles et du coup, d'avoir une relation la plus humaine possible. Évidemment qu'on a un rôle parce que justement, les enfants, ils ont des cerveaux qui sont pas encore formés et que du coup, l'expérience humaine, elle fait, tu vois, 70 ou 80% de l'humain que tu vas devenir par rapport au biologique. Tu vois, c'est n'importe quel animal qui naît, je sais pas, moi, mais un poney ou un cheval qui naît, il peut marcher tout de suite, tu vois. Oui, il faut attendre 1 an et demi, 2 ans, parfois plus pour certains, mais du coup, voilà, c'est ça, c'est l'idée de se tenir debout, d'avoir une forme d'intégrité, d'être souverain et souveraine, de faire ses propres choix, mais pour ça, il faut être un minimum éclairé de là où tu viens, quoi. De là où tu viens, ouais, tout à fait. Moi,
ce que j'entends un petit peu dans ce que tu nous expliques là, c'est cette capacité en fait à te réapproprier ton histoire. Ouais. Et donc c'est ça que tu as envie de passer à tes enfants. Bien sûr. Ouais. Et on avait une discussion là-dessus avec Tam, donc ma fille, et je lui disais, mais même moi, en tant que parent, je vais avoir tendance à te mettre dans une boîte et dans un rôle, et je vais t'idéaliser parce que j'aimerais que tu sois comme ça, et en fait, il faudra que tu luttes contre moi parce que cette histoire de transmission, en fait, elle est parfois, c'est un désir qui est pas bien placé non plus, quoi. Faut attention. Ouais. Mais voilà, rendre des enfants libres et souverains, c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est déjà énorme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, dans le documentaire aussi, on vous voit donc aller au Vietnam, en revenir, et tu l'évoques relativement peu, mais on entend à demi-mot aussi le poids du colonialisme. Ouais. Comment ça a pu peser aussi sur ta vie, aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Sur les femmes, bien sûr. Et, bah, si tu veux développer. Ouais, bien sûr. Alors c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas si marrant que ça, mais on est tous le fruit de la grande et de la petite histoire. Bon, et moi dans mon cas, mon arrière-grand-mère était donc une femme vietnamienne extrêmement belle, désirée pour sa beauté. On raconte même, tu vois, sont des légendes familiales, mais les récits familiaux en fait, ça te crée quand même. La parole, elle a une action, elle a un poids, et le récit familial, c'était qu'elle était tellement belle qu'elle était promise à l'empereur. Donc, tu vois, c'était ça l'ambition tu vois, c'est énorme quand même. Et comme elle avait un défaut à l'oreille, il l'a pas prise. Donc, elle a eu une vie avec une famille, et puis en fait, elle était quand même très très belle. Et donc, un colon l'a voulu et l'a achetée. Donc, elle a été vendue par son mari. Et elle a été achetée par un nouvel homme, qui est mon arrière-grand-père du coup. Donc moi, je suis, si tu veux, je suis le fruit de ça, de ces lignées de femmes vietnamiennes très 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 soumises, et d'un désir d'un homme blanc qui se dit bon, celle-là elle me plaît bien, mais ça reste mon arrière-grand-père quand même. Et donc du coup, et sans lequel je ne serais pas là. Donc il faut digérer toutes ces informations pour qu'elles te déterminent pas, mais qu'en même temps, ce soit accepté, quoi, parce que c'est juste de là où je viens. Et du coup, je pense qu'on a ce double truc quand on faisait les voix off, parce que il y a beaucoup de voix off dans le film pour expliquer ce qui est hors champ, ce que moi je vis hors champ. Ma mère me disait finalement, nous sommes des femmes soumises et révoltées. Et c'est exactement ça, on était des femmes soumises et révoltées. Et du coup, les rivières, ça nous a permis de sortir de cette dichotomie qui en fait était, que tu sois soumise ou révoltée, en fait, tu vis pas ta vie, tu es toujours en réaction. Mais effectivement, on a hérité de tellement de colère contre les hommes, et on avait raison d'être en colère. Mais simplement, ça devenait notre identité, et ça veut dire qu'on n'est toujours pas libéré, quoi. Et donc, du coup, ce processus nous a permis de nous libérer de ça, de vivre nos propres vies en dehors de ce qu'un homme pourrait en faire. Et sont des traumatismes, en fait, qui sont très, très lourds et qui se transmettent parce que c'est pas juste un acte d'acheter une femme, c'est tout le traitement de cet acte traumatique. Et du coup, pour faire les rivières, moi, j'ai dû beaucoup lire plein de bouquins sur le transgénérationnel, sur les traumatismes, tu vois, comment on se construit un arbre généalogique, comment on arrive à lire et faire émerger certaines choses comme ça, de soumission, d'effacement, et il le racontait, Robert Neuberger, qui est l'un des fondateurs de la psychogénéalogie. Il dit ce qu'on se transmet, c'est pas nécessairement des actes qui se répètent, et parfois c'est le cas, on en découvre un dans le film, c'est des sentiments en fait qui se refilent de génération en génération, et principalement les gros sentiments qui se refilent: culpabilité, colère et peur. Joyeux, malheureusement, voilà. Mais ce qui est, enfin, je trouve que c'est aussi ce qui fait le côté bouleversant et poignant du film, c'est que
enfin tout le travail familial, tout le maillage qui se fait là montre aussi que ça peut se défaire tout ça. Ça peut se défaire, ça peut se défaire, ça peut totalement se défaire. Ouais. Voilà, ce paquet cadeau dont on n'a pas vraiment envie de se saisir, on a envie de se passer la passe. Si tu sais, c'est la patate chaude là qu'on se passe de génération en génération. C'est exactement ça. Tu t'arrêtes et tu dis, on va peut-être l'ouvrir, la laisser refroidir, et puis, ça va bien se passer en fait. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai, mais voilà, il n'y a pas de comment dire, on hérite toujours d'une histoire qui a déjà été écrite pour nous, mais il y a toujours la possibilité de prendre une liberté par rapport à ça et de juste d'ouvrir le paquet et d'ouvrir la patate chaude, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais enfin, c'est marrant parce que du coup, je reçois beaucoup de témoignages de femmes et d'hommes aussi, parce qu'en fait, ça explore le lien à la maman, à la mère. Mais du coup, tu peux être une femme comme un homme, comme un two spirit. Tu vois, t'as un lien à ta mère qui est spécifique et qui peut te poursuivre, quels que soient tes choix. Et donc, il faut t'en libérer, en fait, de ce truc-là et du coup, je reçois plein de témoignages d'enfants, qu'ils soient adultes ou pas, mais d'enfants de cette mère-là, et qui me disent que voilà, ça leur donne de l'espoir parce qu'ils se disent, en fait, on peut hériter de plein de traumas, de beaucoup de silence et tout, mais s'en sortir. Le seul truc, c'est accepter la résistance. Il va y avoir beaucoup de résistance. Intérieure, bien sûr. Oui. Et extérieure. Parce que quand même, voilà, et extérieur, évidemment. Parce que ça va venir briser le système familial. Bien sûr, donc il va falloir réinventer un nouveau système à chaque fois que quelqu'un bouge dans un système. Alors là, tu évoquais les hommes, justement, ce qui, moi, me permet de faire un pont vers ton documentaire suivant. Alors celui-ci, malheureusement, pas encore. En cours de retravail encore. Voilà, au niveau du grand public, mais donc tu es en train de travailler sur un documentaire qui s'appelle Meeting with Remarkable Men, donc des rencontres avec des hommes remarquables. Est-ce que là tu vas te mettre à écouter la parole intime des hommes, enfin de certains hommes, pas n'importe de certains, je vais te laisser en parler, c'est toi qui es en train de travailler. Vas-y. Alors, en fait, mon compagnon est thérapeute. Il est thérapeute basé à Londres et il a des groupes d'hommes. Il a des groupes de parole qui existent depuis certains 20 ans. Et donc, il a 4 groupes qui se réunissent à raison d'une fois toutes les 2 semaines. Donc, certains de ces hommes viennent une fois toutes les 2 semaines depuis 20 ans. Et ce sont des hommes, du coup, qui ont appris à se déconstruire, à parler et qui se connaissent hyper bien. Et en fait, si tu veux, c'est comme si j'avais fait un film sur mes femmes, et puis là, je fais un film sur les hommes de mon partenaire. Et en fait, dès que je l'ai rencontré, j'ai voulu faire un film sur ces groupes d'hommes parce que je savais même pas que ça existait, en fait, les groupes de parole d'hommes. Et en fait, c'était pas possible parce que je suis une femme. Et deux, la caméra, en fait, viendrait troubler leur travail thérapeutique et donc corrompre ce qu'ils sont en train de faire, ce pourquoi ils se réunissent. Et je comprenais pas pourquoi, mais en tout cas, je comprenais que je pouvais pas le faire. Et puis, est arrivé MeToo. Et quand MeToo est arrivé, j'ai dit à Jerry, là, il faut qu'on passe la seconde parce qu'en fait, nous, les femmes, on est en train de faire un travail monumental de compréhension, de libération, de culture. On est en train de faire une révolution incroyable dans une entraide, dans une écoute qui sont vraiment très très nouvelles, quoi. Mais on est en train de faire le taf. Mais vous les mecs, là, va falloir que vous fassiez le taf. Et en fait, ce qui est en train de se passer, on peut pas faire ça toute seule. Et ce qui se passe dans ces groupes de parole, faut pas que ça reste secret. En fait, faut que les hommes ils sachent que ça existe et que ça leur donne des perspectives qui leur donnent envie, quoi. Qui se disent, mais en fait, si je fais partie d'un groupe de parole, l'engagement féministe ou humaniste que je pourrais avoir, ça va pas juste être rogner sur mes privilèges et mes acquis, ça va être étendre toute ma vie. Ça va être mieux me comprendre, être un meilleur père, un meilleur amant, un meilleur ami pour moi-même. Et donc, toute ma vie, si je laisse tomber l'idée que ma vie est réduite à
la domination que j'exerce sur les autres, qu'elle est plus essentialisée à ça, si je laisse tomber l'idée de dominer les autres, que devient ma vie masculine? Et ben là, en tout cas, on propose une solution, quoi. Et du coup, c'est un projet où on a des interviews très très thérapie, donc le rapport au père, le rapport à la mère, etc. Et là, on est en retravail parce que le poste, enfin, il demande encore à être retravaillé, mais on l'a déjà montré, on l'a montré aussi, on l'a partagé pendant le Covid pour avoir une cagnotte pour MSF. Et en fait, le film, il a été partagé parce que les personnes qui l'ont vu ont été touchées et ils ont été touchés, ils se sont sentis réparés parce qu'il y avait une perspective. Ils se disaient, ah ouais, en fait, ça pourrait ressembler à ça, en fait. Et c'est totalement faisable. C'est juste développer de l'humanité dans une expérience masculine, quoi, grosso modo. Ouais. Donc, mais j'ai eu la chance de pouvoir voir ces images et ces témoignages. Donc, et ce qui touche, enfin, là aussi, c'est très très émouvant parce que en fait, ce qui est très beau, c'est que ça donne à voir la vulnérabilité de ces hommes. Et j'ai envie de dire tout simplement la vulnérabilité de ces personnes. De ces personnes, totalement. Ce qui fait qu'on est capable d'aimer quelqu'un et d'aimer, je prends au sens le plus large du terme. Quand justement on touche à ça. Et en les voyant, moi j'ai été profondément touchée et remuée. Et je me suis dit, mais ce qui nous montre là, c'est que un des plus beaux paradoxes humains et que la vision de la masculinité classique éradique complètement, c'est que c'est en fait au moment où ils acceptent de se montrer vulnérables qu'ils sont les plus beaux et les plus forts. Ouais, les plus beaux et les plus forts et les plus puissants. Et c'est incroyable. En fait, nous, en fait, on voulait créer une expérience humaine dans laquelle des hommes pourraient s'identifier. Où ils pourraient se dire, mais en fait, on parle pas du tout de genre. On n'en a rien à faire, en fait. On n'est pas là pour dire, bon, bah, si tu veux être un homme 2.0, il va falloir être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. C'est plus du tout le propos. C'est vraiment développer une expérience humaine la plus humaine possible. Et c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on voit. Enfin, en tout cas, c'était notre vœu. Ce qu'on voit avant tout sont des personnes dans toute cette histoire de ce que je disais tout à l'heure sur les rivières, dans toute leur intégrité, dans leur vulnérabilité, et on les voit qui luttent, par exemple, pour parler. Ils luttent. On voit leurs mains, ils se crispent et tout, mais ils restent là, et ils continuent d'ouvrir leur cœur. Ils continuent de parler, d'être en reliance, et ça a été possible que parce que Jerry était là pour les interroger. C'est lui qui les a filmés dans ses interviews. Et effectivement, j'adore ce film aussi parce que j'espère en tout cas qu'il va faire culture, il va proposer quelque chose. Parce qu'on peut pas être uniquement dans de la déconstruction et dans un débat intellectuel. Il faut ce débat intellectuel, il faut mettre à plat des idées pour penser différemment, mais il faut aussi ressentir et il faut aussi invoquer le génie qu'on a tous en chacun de nous et en chacune de nous. Donc ça parle de ça. Oui, mais c'est formidable. Et là aussi, ça me fait très plaisir de t'entendre dire ça parce que je crois que à notre petit niveau aussi, comme toi à travers ce documentaire, c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place en créant ce festival, c'est se dire on fait des propositions artistiques, c'est-à-dire qu'il certes il va y avoir des débats d'idées, mais c'est aussi des spectacles, c'est aussi de la musique, parce qu'il y a un moment où il faut parler à autre chose que simplement la tête. C'est exactement. Aussi c'est l'affect, c'est le corps aussi quand on danse, quand on bouge, voilà, quand on ressent les choses. Et ça, voilà. Voilà, et ça, c'est vraiment chouette qu'on ne se limite pas à une perspective purement cérébrale, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que on l'a évoqué un petit peu en préparant cet entretien ensemble. C'est très frappant quand on voit ton travail, c'est les mains dans tes films. La parole, ouais. Qu'est-ce qui t'attire chez les mains comme ça? Alors, comment dire? Donc, comme je vous disais, j'avais la caméra vissée à moi. Donc, du coup, tout ce que je voyais passe dans l'écran, mais en fait, je continue à vivre aussi. Et en fait, il y avait tellement de moments où les textures, les corps me parlaient, m'inspiraient. Et le corps de ma grand-mère, ça c'est pas son corps en fait, c'est sa corporalité, sa manière de se mouvoir, la texture de sa peau, les couleurs de ses grains de beauté, tout ça, ça appelait la caresse en fait. Et donc cette tendresse qu'elle nous inspirait,
cette relaxation dans le corps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et donc, voilà, mes mains passent sans cesse à travers l'écran parce qu'en fait, je peux pas faire autrement. Et puis elle aussi, elle appelait mes mains tout le temps. Elle m'appelait à elle, quoi. Donc ça passait beaucoup par les mains. Et je pense qu'il y a beaucoup de savoir aussi là-dedans. Oui. Donc et pareil, qui est pas cérébral, qui est vraiment Oui, sensoriel. enfin, Ouais, le toucher. ne peut pas survivre sans toucher. Non. Tu isoles quelqu'un sans toucher, il meurt fatalement, même s'il meurt, ouais. Et ça se ressent quelque part aussi dans le film, ce besoin vital de on doit se toucher. Voilà. Ouais. Ce qui d'ailleurs est pas très vietnamien, tu vois. Normalement, la culture vietnamienne est et pas du tout tactile. Mais ma grand-mère, elle l'était énormément et donc quand elle est revenue à la vie, elle a demandé d'autant plus d'affection par le toucher, quoi. Et ça m'a beaucoup bouleversée parce que pareil, on va pas en parler pour pas divulguer les secrets du film, mais c'est quelque chose qui vraisemblablement m'avait beaucoup beaucoup manqué. D'accord. Ouais. Alors, il y a un autre aspect dans la façon dont tu as travaillé. Donc, on a parlé de toute la présence corporelle. Il y a un autre aspect, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est la présence de la nature. La nature, bien sûr. Ouais. Dans les deux documentaires, la nature est très présente. C'est-à-dire que souvent, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a une voix off. On voit parfois des scènes avec des gens, mais très souvent, tu nous embarques sur des images magnifiques de paysages. Et là, il se passe autre chose. Qu'est-ce que raconte un peu? En fait, comment dire, moi j'ai été accompagnée plusieurs fois spirituellement avec des chamans sur des expériences de conscience modifiées. Donc en fait, les plantes et la nature en fait m'ont beaucoup guéri, beaucoup. Enfin des guérisons d'âme. Où voilà, on parlait de colère tout à l'heure, où en fait tu peux rester et ruminer, et en fait tu as une sagesse parce que tout d'un coup tu vois qu'autour de toi tu as la chaîne de l'Himalaya et qu'en fait la nature elle s'en fout en fait de tes ruminations, elle s'en fout elle en a rien à carrer, elle ne bouge pas, tu vois. Et en fait, quand toi, t'es dans un truc mental où c'est elle a fait ci, elle a fait ça, puis je lui dirais ci, et puis ça tourne, un jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours. Et en fait, tu te fatigues seul dans ta rumination. Si à un moment donné, tu arrives à voir que autour de toi, en fait, tout le monde s'encarre, enfin la nature s'encarre, les oiseaux s'encarrent, et la mer est toujours là, et les vagues sont toujours là, et le remous est toujours là. En fait, il y a un apaisement de facto. Qui m'a beaucoup sauvée en fait, qui m'a beaucoup sauvée de la dépression, hein, tout simplement, de rumination qui m'a emmenée dans des abysses incommensurables et que tu crois vrai. C'est surtout ça en fait, c'est que quand tu rumines, tu penses que c'est vrai ce que tu penses, alors que en fait c'est juste la production de tes émotions et de tes émotions noires parfois. Et donc la nature, elle m'a beaucoup inspirée, mais voilà, c'est plus que ça, elle m'a sauvée dans beaucoup de situations. Oui, et donc voilà, il y a ce truc que je voulais dans les rivières de me laisser embarquer à chaque fois par sa sagesse, par le vent, par tout ce qui était invisible aussi, tu vois. Oui, complètement. Et il y a un côté extrêmement puissant, quoi. C'est-à-dire que on est, alors qu'on passe beaucoup de temps dans le film à être un peu en macro, on est vraiment le regard rivé sur cette poignée de personnes, sur des bouts de leur corps ou des choses comme ça. Et puis d'un coup, il y a cette ouverture énorme sur une scène où on voit l'eau ou simplement des montagnes ou des lumières incroyables extérieures. Et c'est vrai que oui, on a l'impression que ça se nettoie, quoi. Ça se nettoie. C'est exactement ça. C'est exactement le terme. Ça nettoie. La nature te nettoie. Elle nettoie ton cœur, quoi. Vraiment. Et il y a toujours ces images, tu sais, d'avoir un ciel obscurci par plein de nuages. Et la nature a fait ça. Elle te rappelle que derrière c'est bleu, et puis ça chasse, et puis il y a le vent, et puis et une grosse partie du film se passe à Tenerife. Et à Tenerife, il y a ça, il y a une relaxation du corps dans le vent en fait. Donc ça nettoie, c'est exactement ça.
Et dans le travail spirituel, il parle beaucoup de ça, de limpiar, de nettoyer. Ouais. Et c'est Et ça que ça, on ça retrouve un fait. petit peu avec les Remarkable Men parce Ouais. que là, il y a aussi, en fait, donc Jerry emmène aussi ses hommes Ouais. dans la Sur des Somme. pèlerinages. Ouais, dans la Somme. Dans la Parce qu'en Somme. fait, les Français le savent pas beaucoup. Enfin, moi, je n'en savais rien. Dans la Somme, il y a en fait beaucoup de lieux de commémoration de batailles entre anglais, français et allemands. Et du coup, il y a beaucoup de cimetières. Et puis surtout, les Anglais sont très, très, très liés aux commémorations de la Première Guerre mondiale. Enfin, si vous allez dans n'importe quel cambrousse à Londres, dans le métro et tout, vous verrez en novembre, tout le monde a son coquelicot à la boutonnière, enfin, qu'ils aient 72 ans ou 18 ans, quoi. Tout le monde connaît l'histoire de la Première Guerre mondiale et tout le monde va faire des pèlerinages dans la Somme. Ce que nous, on fait pas trop, je crois. En tout cas, ça m'a jamais. Alors, les gens qui vivent dans la Somme m'ont remonté que si, évidemment, que eux ils y allaient, mais sinon, au niveau de la culture populaire française, c'est pas vraiment quelque chose, enfin, des événements auxquels nous sommes si attachés. Et en fait, Jerry, il a ses groupes de parole, mais après, il a des retraites ou des ateliers. Et en fait, régulièrement, il emmène certains de ses groupes et certains de ses hommes sur des pèlerinages. Et où, en fait, moi, ce que j'ai appris, et ça me paraît fou aujourd'hui de le dire, mais en tout cas, j'en étais pas du tout consciente, c'est que la psyché masculine aujourd'hui en Occident est très, très liée à la guerre. Oui. Et c'est pas du tout. Et pourtant, moi, je viens du Vietnam où les femmes ont beaucoup, beaucoup fait la guerre. Mais en Occident, en tout cas, la guerre n'est pas un horizon féminin. Oui. Ou c'est pas inscrit dans la culture féminine. Donc ça, en fait, il faut le comprendre parce que à la fin, on filme des personnes et encore une fois, nous, on s'en fout du genre. Mais il faut comprendre justement quel est le passé et quels sont les antécédents et quels sont les héritages dont nous héritons. Et les héritages, en fait, ils sont genrés. Et, euh, et ils sont genrés au niveau des histoires qu'on se raconte, mais ils sont genrés au niveau factuel parce que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ils sont morts à la guerre ou ils sont revenus de la guerre. Et s'ils sont revenus traumatisés, ils sont d'une société pour les accueillir. Parce que on sait aujourd'hui que dans certaines tribus, en fait, tu as des temps de guerre et quand les hommes reviennent, eh ben, ils ont un rituel de resynchronisation, en fait, pour qu'ils puissent revivre normalement dans la tribu. Mais en fait, en Occident, t'as rien. Les gens s'en foutent, en fait. Tu vois, t'es rentré, bon, bah, fine. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire. Enfin, les vétérans qui rentrent aujourd'hui. Et donc, du coup, ça m'a vachement intéressée parce que toute cette culture du silence et de la non-parole, ça vient de ça aussi. C'est-à-dire que nos frères, nos oncles, nos pères et tout, ils héritent tous d'un passé de taiseux, de gens qui n'ont aucun vocabulaire pour dire ce qui leur est arrivé. Donc c'est normal que culturellement, en fait, si en tout cas on n'a pas une action positive pour lutter contre ça, et ben que les hommes soient moins enclins à parler aujourd'hui, notamment de manière intime. Parce que on peut parler au pub pendant et tu vois c'est ce que disent les clients de Jerry. Si on venait pas faire les cercles toutes les 2 semaines, on irait au pub. Mais bon bah au pub, on parlerait de choses dont on parle au pub quoi. Voilà. Ouais. Mais Mais je trouve ça en tout cas très très pertinent et passionnant ce travail que tu fais là dans tes explorations documentaires, de toujours lier cette histoire intime, personnelle à la grande histoire. à la grande histoire, ouais. Tu viens de nous l'expliquer de façon très limpide. Effectivement, tu peux pas faire l'économie de l'une ou de l'autre. Si tu veux essayer de comprendre un petit peu d'où tu viens, c'est deux grands fils qu'il faut tirer, quoi. C'est très chouette. J'ai l'impression qu'on a perdu Maï, ou moi j'ai son écran. Ah. Alors, moi j'ai un petit souci technique.
Ah oui, je crois qu'on a perdu Maï malheureusement. Alors on va se laisser une petite minute peut-être pour voir si elle arrive à se reconnecter. De toute façon, on arrive au terme de cet échange. Que j'espère vous avez apprécié. Je ne peux vraiment que vous encourager à aller découvrir le documentaire de Maï Hua, donc Les Rivières. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le retrouver sur la plateforme Vimeo. Je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 7 € pour le louer et une douzaine d'euros pour l'acheter. Ah, et je crois que Maï revient. Ouais, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Cela peut arriver. Ça, Oui. les problèmes de la technologie. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que de toute façon, on arrive un petit peu au terme du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup pour tout ce que Merci énormément. J'ai une dernière question à te poser quand même, parce que ça fait partie un petit peu de notre rituel au sein des We2Live. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous, on construit notre festival autour de questions sur la famille, sur le féminisme, sur le futur qu'on aimerait construire pour nous et les gens qui viendront après nous. Si tu devais te glisser dans la peau d'une des organisatrices du festival, quelles questions aimerais-tu explorer lors d'une édition future? Ah bah moi j'aimerais beaucoup rentrer dans une famille homoparentale. Ok. J'aimerais beaucoup savoir comment ça se passe parce qu'en fait je le sais pas et ça me plairait énormément. Ouais. D'accord. Donc ça serait ta question pour un festival et peut-être pour un prochain documentaire. Mais carrément. Mais carrément. Carrément. Ouais. Voilà, vous verrez peut-être lancer un appel à projet s'il y a des familles homoparentales qui sont prêtes à partager leur quotidien. Ah ouais, j'adorerais. Ouais. Plein de bienveillance de Maï. Voilà, ça fait qu'il y a de l'intérêt. Voilà, ben écoute, un grand merci à toi. Merci énormément, c'était génial et puis merci pour toutes ces questions. Ça m'a permis de cheminer aussi. Super, écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Alors, je voudrais juste préciser pour les personnes qui nous suivent que la semaine prochaine, nous aurons un autre We2Live, toujours le jeudi, toujours à 19h. Et cette fois, nous aurons deux invités, Marina Thomé et Catherine Pifaretti, deux comédiennes qui sont co-responsables au sein de l'association Acteurs et Actrices de France Associés du Tunnel des comédiennes de 50 ans. Parce que en France, comme un peu partout dans le monde, mais en France, c'est très clairement le cas. Après 50 ans, ben, une comédienne, elle semble être périmée. Il y a plus beaucoup de monde pour s'y intéresser. Et heureusement, il y a des gens qui sont en train de dénoncer un petit peu cet état de fait. Les personnes qu'on voit sur nos écrans, sur nos scènes, doivent aussi représenter la réalité. Et d'ailleurs, je dois dire que sur les rivières, ça a été un gros enjeu aussi de montrer à l'écran des femmes qu'on voit pas d'habitude, quoi. Des femmes qui ont 60 ans, 90 ans, qu'on voit pas d'habitude. C'est vraiment important. Ouais. Bon, bah, génial, je serai là. Eh ben, super. On a déjà une auditrice de gagner pour la semaine prochaine. Formidable. Merci encore et à très bientôt. Merci encore, Del. Au revoir et au revoir à tous et à toutes.